Je vous indique ici à quel moment commence exactement la vidéo en elle-même. Mais j'avais envie de commencer aujourd'hui par quelques petites annonces, j'avais envie de vous parler de certaines choses, notamment le fait que je suis actuellement en train de lancer mes activités, de travailler pour moi-même. Si vous me suivez assidûment sur Twitter, vous devez déjà le savoir, et si c'est pas le cas, vous l'apprendrez peut-être maintenant. J'ai des soucis de santé qui font que je ne peux plus faire les travails salariés que je faisais auparavant, c'est-à-dire travailler dans la grande distribution, faire un peu tous ces tafs de merde. Tout ça c'est fini pour moi, donc il faut que je trouve d'autres moyens de gagner ma vie. Et si ça pouvait être par la création et par ce que j'aime faire, ce serait très chouette. J'ai donc ouvert récemment, le 7 février, ma boutique. J'ai ouvert mon shop où je vends mes créations. Je vais aussi bientôt proposer mes activités de graphiste en freelance et d'illustratrice aussi d'ailleurs, puisque à la base j'ai quand même fait un master de design, donc autant qu'il me serve à quelque chose. Mais j'ai également décidé du coup d'ouvrir un Utip pour ceux qui voudraient me soutenir par ce moyen-là. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question de savoir si j'en avais un, du coup j'ai décidé de le mettre en place. Voilà, comme ça je pourrais répondre positivement maintenant à cette question. Une deuxième petite chose dont j'avais envie de vous parler, c'est le fait que j'ai décidé de me lancer également dans les live Twitch. Le premier aura lieu demain, enfin le lendemain de la sortie de cette vidéo, qui sera le vendredi 5 mars, donc le vendredi 5 mars à 18 h. On va commencer par une lecture commentée, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Je suis déjà plusieurs personnes qui font ça sur Twitch, probablement que je vous en parlerai dans la vidéo justement. Et pour cette première lecture, on va parler de comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderlo. Je vais commencer probablement par introduire le livre et puis introduire aussi où je vais vouloir en venir avec ces lectures-là. Donc je ne suis pas sûre qu'on lise beaucoup finalement dans cette première vidéo, dans ce premier live. J'ai tellement l'habitude de faire des vidéos que maintenant je dis ça à chaque fois, il va falloir que je m'y fasse. Bref, on va commencer par ça. Je ne sais pas si on lira beaucoup, toujours est-il que ça commence demain et j'espère que vous serez au moins quelques-uns à venir voir ça. Je sais pas comment ça va se passer exactement encore avec ma connexion parce que j'ai une connexion qui est très mauvaise ici, je suis un petit peu au milieu de nulle part. Mais on verra, on va essayer et de toute façon, au point où j'en suis dans la préparation de ce projet, les problèmes techniques, je les verrai sur le tas, donc ce sera probablement un petit peu du freestyle au début. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Dans la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir avant celle-ci si vous l'avez pas encore vue, c'est pas forcément nécessaire de l'avoir vu pour comprendre ce que je vais raconter aujourd'hui, mais je vais rebondir sur certains éléments que j'ai évoqués la dernière fois. Donc je vous invite quand même à aller consulter cette vidéo avant de regarder celle-ci. On a parlé de l'espace public en cherchant à donner des éléments qui montrent que celui-ci il est à l'image de la société, que donc l'espace public est capitaliste. On a expliqué que nos villes sont totalement saturées de signes, majoritairement quand même de signes marchands, bien que les militants et les militantes de gauche usent de différents moyens pour y faire exister d'autres idées, même lorsque ce n'est pas le but premier, et c'est en partie ce dont on va parler aujourd'hui. Lorsqu'on évoque le mouvement des places, que l'on parle de la place Tahrir en Égypte, que l'on parle de Los Indignados en Espagne, d'Occupy Wall Street aux États-Unis ou encore de Nuit debout en France, aucun de ces événements ne nous évoque en premier lieu une opposition symbolique au capitalisme. On pense évidemment à des oppositions idéologiques, même lorsqu'il ne s'agit pas des revendications premières de ces événements, mais le symbolique, il reste quand même relativement peu analysé au-delà des symboles qui sont utilisés par les mouvements. D'ailleurs, en passant, je vous mets dans la description un article que j'ai moi-même écrit, qui était à la base un thread que j'avais fait pour Twitter, mais que j'ai rendu disponible très récemment sur mon blog. C'est un article qui va essayer de montrer qu'il existe une fracture dans l'évolution symbolique de la gauche, parallèlement à l'apparition du mouvement des places. On va majoritairement quand même y traiter du cas français en parlant des symboliques traditionnelles de gauche et comment il y a eu une rupture en mai 68 et qu'au moment de la loi travail, il y a une nouvelle rupture qui s'inspire directement des symboles qui étaient utilisés pendant mai 68. Toujours est-il que si les symboles de gauche sont régulièrement analysés en tant que tels, et d'ailleurs on risque de le faire également ici dans une prochaine vidéo, il est plus rare que les actions politiques soient analysées dans leur valeur symbolique intrinsèque face aux autres symboles existants dans l'espace public. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer d'entamer aujourd'hui en parlant d'écriture corporelle du militantisme. Le militantisme, il a tout un tas de manières de s'exprimer dans l'espace public. L'affichage et les symboles, c'est vraiment les premières choses auxquelles on pense, mais ça ne résume pas totalement l'expression politique dans l'espace public et surtout aujourd'hui, à une époque où l'espace public est totalement saturé de signes capitalistes et complètement saturé de signes marchands, de publicité, d'enseignes, tout ça,
ça devient très compliqué pour le militantisme, pour les opinions politiques, pour l'expression d'opinions politiques dans l'espace public, d'utiliser ce genre d'éléments pour s'exprimer et finalement surtout pour être vu. Parce qu'on peut bien évidemment les utiliser, mais être vu, c'est une toute autre paire de manches. Il y a effectivement eu des époques où les affiches politiques pouvaient être vues, pouvaient être lues dans l'espace public, où les gens avaient suffisamment d'attention pour ça, et c'est pas vraiment une critique envers les gens, hein, c'est surtout une critique dans le fait qu'elles sont tellement au milieu d'un espace public qui est saturé d'autres signes, d'autres textes, d'autres visuels, qu'on ne va pas s'arrêter en fait pour lire chacun des visuels que l'on va voir dans la rue. Il y a aussi eu une époque où la propagande politique était principalement distribuée sur papier, qu'elle était distribuée de main à main et souvent dans l'espace public, mais aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu passé sur Internet et ça ne se déroule plus réellement dans l'espace public. Il y a encore des distributions de tracts, il y a encore ce genre de choses, mais ça reste quand même relativement minoritaire. La grande majorité des communications politiques ne se font plus par ces moyens-là. Elles ne se font plus par des distributions de tracts, par des distributions de fanzines et ainsi de suite. On a d'ailleurs évoqué dans la dernière vidéo tout ce qui était affichage libre et effectivement l'affichage libre, ça pourrait être un moyen de diffuser de l'expression politique, de l'expression d'opinion politique individuelle dans l'espace public, individuelle ou associative, voire syndicale, mais ça pourrait être une solution. Seulement voilà, comme on le disait dans la dernière vidéo, le problème c'est que ces affichages sont totalement saturés de communication publicitaire et que donc il n'y a plus d'espace qui permette l'expression d'opinion politique dans l'espace public, en tout cas sous le format d'affichage. Pour être vu dans l'espace public, finalement, il n'y a que deux possibilités. Soit il faut faire un affichage massif, soit il faut vraiment communiquer de manière massive pour faire exister un message, mais ça c'est très compliqué quand on n'a pas les moyens d'une grosse entreprise, soit occuper l'espace. Les occupations de place qu'on a vues dans la dernière vidéo sont évidemment un premier moyen d'occuper l'espace. Mais ce n'est pas le seul, on en a évoqué d'autres dans la dernière vidéo, mais aujourd'hui on va parler du corps et de la manière dont les corps peuvent occuper l'espace. Dans l'espace public, les corps sont très régulièrement utilisés pour faire exister des positions politiques et parfois même en risquant de les mettre à mal. Les manifestations sont un moyen concret de signifier l'implication d'un grand nombre de personnes dans une lutte. Des milliers de personnes qui vont défiler ensemble dans les rues avec des revendications similaires, c'est l'image même de l'implication politique. Et ça permet aussi de quantifier cette implication, ce qui est relativement important. Par rapport aux manifestations, il existe une idée préconçue, un stéréotype relativement persistant qui serait que si suffisamment de personnes se déplacent en manifestation, si suffisamment de personnes défilent ensemble avec les mêmes revendications, ça suffirait à entamer des négociations avec certaines institutions, ça pourrait même suffire à faire plier un gouvernement. Bon, je pense qu'avec les dernières années, les Gilets jaunes et compagnie, je pense que ça a quand même relativement mis à mal ce stéréotype, mais néanmoins il y a encore des gens qui pensent ça et non, c'est totalement faux. Si éventuellement certaines choses dans les rues, certaines actions, certaines manifestations avec suffisamment de personnes feraient éventuellement accéder à des négociations, ce n'est en aucun cas parce qu'il y aurait suffisamment de personnes dans les rues selon des perceptions obscures. Ce serait uniquement parce que le gouvernement, parce que les institutions en question auraient l'impression de se retrouver face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer, que même avec la répression qu'ils utilisent, ils ne pourraient pas gérer. Bon, on a remarqué ces dernières années justement avec les Gilets jaunes que aujourd'hui, avec énormément de gaz lacrymogène, avec des LBD et compagnie, concrètement, il y a beaucoup de choses qui sont devenues gérables et qui n'étaient pas ces dernières années. Mais voilà, là je m'égare. Dans l'espace public, il existe différentes écritures corporelles du militantisme. Ça signifie qu'il existe plusieurs manières d'utiliser les corps et que ces différentes manières de les utiliser ne racontent pas la même chose, ne portent pas les mêmes valeurs, ne portent pas les mêmes messages politiques, ils utilisent des symboles différents, etc. Pour tenter de le démontrer ici, j'ai choisi deux exemples différents qui me semblent relativement opposés mais qui prennent tous les deux place dans un environnement relativement similaire puisque ces deux types d'utilisation des corps sont utilisés dans les manifestations. Les Black Blocs sont souvent considérés comme des groupuscules organisés.
Mais en réalité, ce ne sont pas du tout des groupes formels partageant les mêmes idéologies. C'est en fait simplement une tactique urbaine qui consiste à manifester cagoulés et vêtus de noir pour tenter de préserver collectivement l'anonymat militant et devenir interchangeable aux yeux des forces de l'ordre. Certaines personnes ayant participé au Black Bloc du 1er mai 2018 à Paris se moquaient d'ailleurs de cette idée-là, se moquaient de cette vision des Black Blocs comme étant des groupuscules organisés avec une banderole sur laquelle était écrit « Cette fois, on s'est organisé ». L'objectif tactique, il est clairement de mener à l'échec autant que possible les interpellations individuelles, bien que, comme ce fut le cas lors du 1er mai 2018, les forces de l'ordre n'hésitent plus à interpeller un grand nombre de personnes, un grand nombre d'individus, sans avoir nécessairement la certitude qu'ils ont participé à la moindre action illégale, engendrant d'ailleurs des situations qui, à l'époque où j'ai écrit mon mémoire en 2018 justement, semblaient relativement incongrues, mais qui finalement aujourd'hui paraissent tout à fait normales malheureusement, parce qu'il y a réellement eu une évolution délétère de ce côté-là, où des personnes se sont fait embarquer pour des raisons totalement absurdes comme posséder du sérum physiologique, porte de Doc Martens et veste noire, ou encore pour avoir quitté une manifestation qui était pourtant saturée, qui était pourtant totalement inondée de gaz lacrymogène. En somme, le bloc, c'est un moyen de lutte, c'est une stratégie. S'il peut être considéré comme une entité, ça n'est qu'en un temps donné et un lieu donné. Pour le petit moment historique, les Black Blocs seraient apparus en Allemagne dans les années 1980, dans les milieux anarchistes et autonomes, même si certaines personnes considèrent que les Black Blocs sont apparus à Copenhague en 1971 à la création de Christiania. Personnellement, je sais pas, peu importe, mais en tout cas voilà, je vous pose ces informations ici. Pour ce qui est de la France, le premier Black Bloc a eu lieu à Strasbourg, c'était en 2009. Pour le contre-sommet de l'OTAN, c'est une stratégie qui est très souvent utilisée dans les contre-sommets. Depuis le 1er mai 2018, où un Black Bloc a été estimé à environ 1200 personnes à Paris, c'est une tactique qui revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est une tactique qui est régulièrement utilisée à Paris et dans d'autres villes françaises de manière un petit peu plus épisodique. Toujours est-il que ce stéréotype comme quoi il s'agirait de groupuscules organisés est encore omniprésent dans les médias. De nombreux enjeux sont convoqués par la figure du Black Bloc, figure en tant qu'entité ponctuelle du coup, et bien qu'il s'agisse d'une tactique qui est souvent employée plutôt par des militants et des militantes considérés comme radicaux, on peut également parler d'une certaine esthétique du politique. Dans les Black Blocs, l'allure est très importante, puisque c'est elle qui permet de s'anonymiser, mais parallèlement, elle devient aussi un moyen de reconnaissance qui nourrit une iconographie de la contestation. Le kawaii noir, les baskets noires, certains hooligans allemands ayant poussé le vice jusqu'à tous porter des gazelles de chez Adidas, le t-shirt noir servant souvent de cagoule, etc. C'est autant d'éléments qui permettent à la fois d'anonymiser les individus au sein du Black Bloc tout en rendant le bloc reconnaissable. La couleur noire, elle peut être perçue comme un choix lié aux idéaux politiques qui sont souvent anarchistes de nombreux participants et participantes au bloc, ou tout simplement à la praticité de cette couleur puisque tout le monde possède des vêtements noirs en règle générale et que c'est relativement facile à trouver, mais surtout cette couleur noire, elle donne également une allure plutôt inquiétante à l'ensemble. L'esthétique politique qui est construite par les Black Blocs, elle existe de fait, elle a strictement rien de cosmétique. Les différents éléments qui sont portés par les participants et les participantes au bloc, ils sont totalement liés à des problématiques de protection face aux armes répressives des forces de l'ordre. Et même les banderoles finalement sont renforcées dans la plupart des cas pour pouvoir servir de protection en cas d'assaut. Ce qui n'empêche pas évidemment d'orner ces banderoles de messages à la fois politiques et humoristiques, comme on a pu le voir le 1er mai 2018 avec notamment des slogans comme « risque de trouble à l'ordre public », sous les kawaii le hammam ou encore Macron nous met dans une colère noire. À l'ensemble de l'esthétique de la symbolique portée par les corps, noirs du coup, s'ajoutent les fumigènes colorés, les potentielles rues en partie dépavées, les panneaux publicitaires et vitrines brisées, les flammes, les barricades et les divers messages qu'ils peuvent laisser sur leur passage. Le Black Bloc fait clairement exister une esthétique du désordre et de l'insurrection. Sans être radicalement différente des esthétiques traditionnelles de la contestation, celle du Black Bloc, elle a néanmoins des particularités, et c'est d'ailleurs ce que va constater Maxime Boisy dans son texte Le Black Bloc, terrain visuel du global. Je vous mets le texte dans la barre de description si vous voulez aller voir, c'est très intéressant. Je cite: « À l'instar d'autres représentations classiques de l'iconographie politique occidentale, le Black Bloc possède la capacité de prendre le regardeur à partie, pour ainsi dire. L'imagerie politique peut être davantage qu'un ensemble de motifs donnant une visibilité formelle ou symbolique aux institutions établies ou aux forces qui s'y opposent.
elle peut être un acte qui, aussi modeste soit-il, contribue à leur pérennisation ou à leur ébranlement. Fin de citation. C'est là qu'on arrive enfin à notre deuxième exemple où je vais être beaucoup plus concise, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire dans la mesure où c'est une esthétique qui a été beaucoup moins vue, beaucoup moins médiatisée, mais qui a le mérite d'exister et qui me paraissait intéressante pour traiter des écritures militantes en rapport avec le corps, les écritures corporelles du militantisme. Cette esthétique singulière, du coup, celle du Black Bloc, elle s'oppose donc à une autre esthétique présente de manière plus épisodique et probablement moins connue puisque moins médiatisée dans les manifestations. Si le Black Bloc exprime son refus de la représentation et de l'identification des individus qui y participent par des vêtements noirs, entre autres, l'étude blanche ou combinaison blanche, eux, cherchent au contraire à exprimer une volonté de représentation politique au sein des institutions. L'étude blanche se revendique comme ne faisant partie d'aucun parti et syndicat, mais exprime le fait que ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas politisés. Ils cherchent à représenter les travailleurs invisibles, ceux qui sont précaires, qui n'ont pas non plus la sécurité d'un emploi stable. Le blanc ici, il est utilisé comme un synonyme d'invisibilité, et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'une lutte se sert du blanc, de la couleur blanche, comme symbole de l'invisibilité. Ça a déjà été fait notamment lors d'une action de buralistes qui s'opposaient à l'augmentation des taxes sur le tabac avec l'usage de masques blancs. Mais le masque blanc, c'est un symbole qui est relativement récurrent dans l'histoire du militantisme. C'est un symbole qui a une place importante dans l'iconographie de la contestation. Donc on pourra faire une vidéo en particulier sur le sujet du masque blanc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est long ? Les tudes blanches ont fait leur apparition pendant les mobilisations qui ont eu lieu à Gênes, en Italie, en 2001 contre le sommet du G8. Mobilisations qui ont été marquées par le meurtre par balle du militant Carlo Giuliani qui a été tué par les gendarmes le 20 juillet 2001 alors qu'il n'avait que 23 ans. Oui, ça met un petit peu un froid, je suis désolée, mais je pouvais pas évoquer Gênes sans donner son nom, sans dire son nom, parce que c'est des événements qui sont importants et qu'il faut surtout pas oublier. Après les mobilisations de Gênes, les tudes blanches ont été revues à plusieurs reprises dans d'autres contre-sommets et dans différentes manifestations à travers le monde. Le Black Bloc et les tudes blanches se rejoignent sur des esthétiques qui sont plutôt radicales, l'une complètement noire et l'autre complètement blanche. Les deux sont également totalement liés à la représentation, bien que leurs discours par rapport à la représentation du coup sont diamétralement opposés. Le Black Bloc il va chercher l'anonymat, l'invisibilité, tandis que les tudes blanches, elles, vont chercher la représentation, la visibilité. On note aussi que dans les deux cas, il s'agit de se détacher clairement des cortèges traditionnels des partis et des syndicats qui, encore jusqu'à peu, représentaient souvent une large majorité des cortèges de manifestation. Avec ces deux exemples, et en réalité il y en a d'autres, on peut également tirer la conclusion que les cortèges de manifestation ne sont absolument pas des ensembles homogènes. On va pas tous et toutes en manif pour les mêmes raisons, on n'y déploie pas non plus les mêmes moyens d'action, les mêmes tactiques. Le choix de ces moyens d'action, le choix de ces tactiques est lui-même totalement politique et donne des informations sur nos idéologies. Nos capacités physiques, elles vont aussi avoir un impact sur la manière dont on va manifester, nos capacités mentales aussi d'ailleurs, puisque finalement des angoisses et des hypersensibilités, ça peut avoir autant d'impact sur nos possibilités d'aller en manif que des douleurs chroniques par exemple. Mais là, on s'égare du sujet, enfin pas tant que ça, puisque c'est quand même encore totalement lié au corps, mais bon, ça mériterait clairement une vidéo en particulier et c'est pas du tout l'approche qu'on a depuis le début de celle-ci, donc voilà, passons, je m'égare. Les corps sont donc en eux-mêmes des outils politiques, mais des outils qui par leur posture, leurs gestes, leurs attributs aussi, portent des discours politiques différents. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de montrer ici via ces deux exemples et j'espère qu'on a réussi. Et c'est évidemment du coup pas les seuls exemples qu'on aurait pu proposer pour traiter des écritures corporelles du militantisme. Il y en a tout un tas d'autres. On aurait pu déjà évoquer tout simplement les autres types de blocs comme les pink blocs, les witch blocs, etc. On aurait pu parler aussi du cortège de tête, ça pourrait être intéressant, d'autant qu'il y a aussi un espèce de rebond dans l'histoire par rapport au cortège de tête, une espèce d'apparition, enfin il y a quelque chose qui se joue aussi en 2016 et ça pourrait être intéressant d'être confronté à pas mal de choses, mais voilà, c'est encore un sujet possible pour une prochaine vidéo parce qu'à un moment donné celle-ci est probablement déjà bien assez longue. On aurait aussi pu
parler des manifestations en non-mixité de femmes et de nuit qui portent aussi une symbolique qui est relativement riche et qui peut être liée au corps. Toujours est-il que voilà, ce qu'on fait de nos corps, c'est intrinsèquement politique, et ce qu'on fait de nos corps dans l'espace public, ça fait exister des positions politiques dans l'espace public. Et c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, comme vous avez sans doute pu l'entendre pendant 15 minutes à peu près. Voilà, toujours est-il que ce qu'on fait de nos corps est intrinsèquement politique, et qu'observer tout ça avec de la hauteur, par le prisme des symboles et des perceptions, ça me semble être une approche vraiment intéressante pour comprendre les luttes. Les corps occupent l'espace. Les corps et leurs mouvements font exister des idéologies politiques, je pense qu'on l'a assez répété, vous l'aurez compris, dans l'espace public. Ils les confrontent à la saturation capitaliste de l'espace public, la saturation de signes capitalistes, puisque le corps capitaliste, ça pourrait être un sujet intéressant, mais voilà, c'est encore autre chose. Une confrontation avec plus ou moins de casse, d'ailleurs, si on prend notre exemple du Black Bloc, mais je vais pas me lancer là-dedans, puisque comme je viens de le dire, la vidéo est déjà assez longue, et puis bon, Black Bloc, casse, tout ça, c'est un sujet qui est relativement facile, et franchement, flemme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'était un petit peu en train de partir en freestyle, j'espère que la fin de cette vidéo sera pas trop confuse. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me poser éventuellement des questions si vous en avez. Ça pourra faire l'objet d'articles ou de nouvelles vidéos ici, allez savoir. En attendant, je vous invite à consulter aussi la description. Vous y trouverez mon Utip si vous avez envie de me soutenir. Vous y trouverez la chaîne Twitch si vous avez envie de voir le live de demain. Vous y trouverez également mes différents réseaux ainsi que ma boutique où je vous propose mes différentes créations qui sont pratiquement toutes fabriquées à la main. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.